vous remercie pour votre présence à cette conférence de presse. Veuillez excuser mon retard, mais j'ai fait un meeting hier soir pour soutenir le candidat dans un autre département. À l'autre bout, pas de la région Grand Est, mais de la grande région Est, c'est-à-dire la région européenne. On s'y perd un peu. Donc voilà. Mais écoutez, vous savez, les possibilités de dépôt de candidature ont été clôturées hier soir en préfecture à 18h. J'ai donc le plaisir et l'honneur de présenter l'ensemble des candidats aux élections législatives pour le Front National en Moselle, dans le département de Moselle. Et je vais le faire à peu près dans l'ordre, tout simplement, en commençant par la première circonscription. Donc, première circonscription, titulaire, Laurence Burn, voilà. 51 ans, mère de 2 enfants, chef d'entreprise, réside à Boissy, médaille de bronze du souvenir français, conseillère municipale de Boissy depuis 2001 et conseillère régionale du Grand Est, et travaille notamment sur la commission environnement. Voilà. Alors, suppléant Thierry Gourlot, juste à côté, 57 ans, père de 3 filles, agent de maîtrise de la SNCF en retraite, diplômé en droit et en criminologie, sous-officier de réserve honoraire de l'infanterie, conseiller municipal de Metz, conseiller communautaire de Metz Métropole et conseiller régional du Grand Est, travaille notamment sur la commission transport. Ça, c'est pour la première circonscription. La deuxième circonscription, Marie-Claude Moinson. C'est bien, ils sont rangés dans l'ordre. Donc, 51 ans, réviseur comptable, réside à Metz. Marie-Claude est colistière sur la liste de Françoise Grelet pour les municipales de Metz en 2014 et suppléante de Françoise au départemental en 2015. Suppléante Béatrice Villemain, 60 ans, animatrice commerciale qui réside à Marly. Le conseillère municipale de Marly depuis 2016, très active, tient une permanence chaque semaine. Bénévole dans de nombreuses associations, aussi sportives, le senior, conseil aux petites entreprises, donc beaucoup de choses extrêmement utiles et intéressantes. La troisième circonscription, elle est à côté de moi, titulaire Françoise Grelet, 53 ans, mère de famille, réside à Metz, présidente du groupe FNRBM au conseil municipal de Metz, conseillère régionale du Grand Est, travaille notamment sur la commission des relations internationales. Et Françoise a pour suppléant Olivier Bochat, 47 ans, chef d'entreprise, réside à Reconfé, membre de plusieurs associations locales, candidat aux élections départementales dans le canton du Pays de Messin en 2015, où il est arrivé en tête au premier tour, et colistier de la liste départementale de Moselle aux élections régionales. Quatrième circonscription, Amélie de la Rochère, 36 ans, réside à Sarrebourg, agrégée de lettres classiques, diplômée de l'école normale supérieure, d'Ulm, éditrice et assistante parlementaire. Et le suppléant est Didier Masson, 46 ans, conducteur de travaux dans le BTP, réside à Fasbourg, conseiller municipal de Fasbourg depuis 2008, conseiller communautaire de la communauté de communes du pays de Fasbourg depuis 2014, membre de l'association ELA, c'est-à-dire l'Association européenne contre les leucodystrophies. Nous arrivons à la cinquième circonscription, celle de mon titulaire Pascal James, 50 ans, chef d'entreprise, qui réside à Ernest-Villers, conseiller régional du Grand Est, travaille sur le développement économique et le tourisme. Et la première candidature de Pascal James remonte aux élections départementales de 2015, et c'était bien sûr sur l'étiquette Front National. Son suppléant est Éric Bauer, à 54 ans, qui est médecin hospitalier spécialisé de médecine physique et réadaptation, qui réside à Sarreguemines, qui est conseiller municipal de Sarreguemines, qui est conseiller communautaire de la communauté de régulation Sarreguemines-Confluence, tête de liste municipale en 2014, candidat aux élections départementales de 2015 dans le nouveau canton de Sarral et conseiller régional, candidat, excusez-moi, aux élections régionales de 2015, liste Moselle. Très bonne chose qu'on s'y fait. Sixième circonscription. Le titulaire, c'est moi-même. Voilà. Je vais aller vite. On se connaît. Et ma suppléante est Patricia Mieric, ici, qui a 53 ans, qui est secrétaire en mairie, qui réside à Frémin-Merlevac,
qui est conseillère municipale de Frémin-Bergerac depuis 3 mandats, qui est secrétaire d'un comité interassociation, qui est membre active de plusieurs associations, France-États-Unis, Cercle d'échecs, Souvenirs français, Club de danse, suppléante aux élections départementales de 2015 pour le canton de Frémin-Bergerac et candidate sur la liste départementale de Moselle aux élections régionales. 7e circonscription, il est à ma droite, Kevin Pfeffer, titulaire, 27 ans, qui a une formation en biologie alimentaire et en entrepreneuriat, qui est assistant parlementaire, qui est conseiller régional du Grand Est et vice-président du groupe des Patriotes Front National, qui est secrétaire départemental de Moselle pour le Front National et qui est candidat aux élections municipales en 2014 et départementales en 2015. Son suppléant est Lucien Darros, qui a 64 ans, qui est retraité de l'industrie automobile, qui est adjoint au maire de Freiburg et qui est président du syndicat d'aménagement de la vallée d'Aniel. 8e circonscription, Hervé Hoff, en titulaire, 45 ans, propriétaire gérant d'un restaurant, qui réside à Lagrange, qui est conseiller régional du Grand Est, qui était tête de liste aux élections municipales de 2014, puis à la municipale partielle, on s'en souvient, de 2015 à Thionville, je suis venu me souvenir, et qui est candidat aux élections départementales de 2015. Son suppléant, bien connu également, Fabien Engelmann, 38 ans, maire de Hayange depuis 2014, conseiller régional du Grand Est depuis 2015, et auparavant il était ouvrier fonctionnaire territorial et responsable syndical à la CGT, on s'en souvient. 9e circonscription, Émilie Matz, j'ai vu tout à l'heure. Émilie Matz, qui a 32 ans, qui est née à Thionville, qui est serveuse en restauration, et on doit souligner que c'est son premier engagement politique, on en est très heureux d'ailleurs, en tant que candidate sous l'étiquette du Front National du Rassemblement Bleu Marine. Son suppléant est Frédéric Osbild, qui a 42 ans, qui réside à Étanges-Grande, qui est technicien industriel au Luxembourg et qui est très investi dans le monde associatif local. Voilà pour les 9 circonscriptions du département de Moselle. Évidemment, comme vous le savez, notre ambition, elle est claire. On part pour gagner, on part pour la victoire. Chaque candidat avec son suppléant part pour remporter la circonscription afin que nous puissions offrir la possibilité aux Mosellans d'avoir un maximum de députés Front National, de députés patriotes qui pourront être leurs avocats à l'Assemblée nationale. Pourquoi je crois que le contexte est particulièrement favorable? D'abord parce que les résultats aux dernières élections, précédentes élections sur le quinquennat et a fortiori lors de la dernière élection présidentielle sont très encourageants. Ils démontrent qu'il y a une véritable dynamique, qu'il y a une vraie possibilité de l'emporter. Les scores sont systématiquement très élevés, voire dans certaines circonscriptions majoritaires, et tout nous laisse penser que des victoires sont parfaitement possibles. Sans d'ailleurs cibler telle ou telle circonscription, parce que moi je suis persuadé que les élections législatives réservent toujours leur lot de surprises et que dans certaines circonscriptions où on peut estimer que c'est moins jouable que dans d'autres, c'est peut-être là au final qu'on va aussi l'emporter, le contexte local faisant et la qualité des campagnes locales faisant que la victoire devient possible. La deuxième raison, c'est que est en train, depuis la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, de se mettre en place un véritable système Macron. On l'a vu avec la nomination d'un Premier ministre, Édouard Philippe, qui vient du Parti des Républicains, avec la nomination de ce gouvernement, qui est une espèce de patchwork sous différentes étiquettes, qui est vraiment un patchwork MDS pour le coup, c'est-à-dire que, ça y est, le parti unique mondialiste est né. Ça faisait longtemps qu'il existait dans les faits, dans les politiques qui étaient menées, puisque la droite et la gauche se succédaient au pouvoir alternativement, quinquennat après quinquennat, et les Français voyaient que la politique continuait, que c'était toujours la même. Bon, cette fois-ci, ils assument, ils font un gouvernement ensemble, donc on a des ministres socialistes, des ministres PRG, des ministres républicains, des ministres modernes, etc. À la limite, tant mieux, ça clarifie les choses. Les étiquettes sont différentes, mais les politiques menées sont strictement les mêmes. Et cela, je pense que ça a un impact fort, c'est que ça discrédite beaucoup des autres candidatures à cette élection législative. Bien sûr, ça discrédite le Parti socialiste, qui
qui apparaît comme fantomatique. Son candidat ayant fait 6% à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, et étant incapable d'incarner la moindre opposition, puisqu'on voit bien que dans de nombreuses circonscriptions, En Marche n'a pas investi le candidat face au Parti socialiste pour leur permettre de continuer à avoir un maximum de députés. Mais ça discrédite aussi, et je crois surtout, le Parti des Républicains. Les Républicains n'ont pas la capacité d'incarner une opposition sérieuse, déterminée, convaincue et convaincante au système Macron pendant la législature qui vient. D'abord parce qu'ils sont au gouvernement. Et ils sont même tellement au gouvernement qu'ils ont le poste de Premier ministre, puisqu'Édouard Philippe est issu du Parti des Républicains, qu'il a été très proche d'Alain Juppé, et que donc il est totalement l'incarnation du système. Ils tiennent également Bercy, avec 2 ministres, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui sont totalement impliqués dans le Parti des Républicains. Donc on voit bien, je ne parle même pas de l'Éducation nationale, le ministre n'est pas un politique à l'origine, mais il est issu également en réalité des cercles du Parti des Républicains. Donc on voit bien qu'ils tiennent une large part du gouvernement, et notamment des postes stratégiques, Premier ministre, l'économie, l'Éducation nationale. Dans ces conditions, les Républicains sont discrédités pour incarner évidemment la moindre opposition à Emmanuel Macron, puisqu'ils gouvernent en large partie avec lui. Et au-delà des ministres et du Premier ministre qui sont déjà au gouvernement, on voit que près de 200 élus importants de ce parti ont déjà signé un appel à travailler avec Emmanuel Macron. Et avec, dans ces signataires, beaucoup de noms connus des Français. Donc, dans ces conditions, il semble impossible, totalement inimaginable, que ce parti puisse incarner une quelconque force d'opposition par rapport à Emmanuel Macron pendant les 5 ans qui viennent. Ils sont discrédités. Nous disons même aux électeurs, attention, si vous votez pour l'un de ces candidats des Républicains, vous ne savez même pas si le député que vous pourriez faire élire sera contre ou pour Macron. Puisqu'aujourd'hui, il est impossible de dire au sein de ce parti qui va travailler avec Macron ou qui va être un opposant à Macron. Or, on a besoin, et c'est la 3e raison à mon avis qui fait que nous pouvons emporter des scores très très élevés et amener un maximum de députés à l'Assemblée nationale, nous avons besoin de véritables députés d'opposition. Quand je dis d'opposition, ça ne veut pas dire qu'on vote à tout, qu'on est dans l'obstruction, pas du tout. Un député d'opposition, c'est un député qui défend sa propre vision, qui offre une alternative par rapport à la politique qui est choisie et qui risque d'être menée. Nous avons besoin d'opposition parce que le projet Macron il est très inquiétant. D'abord, il faut le savoir, ça va commencer dès cet été. Le projet Macron, c'est un projet qui est complètement soumis aux exigences de l'Union européenne. Ça veut dire une destruction du droit du travail, qui va se faire par ordonnance dès cet été. Ça veut dire l'augmentation de la CSG. Et là aussi, nous serons extrêmement vigilants parce que nous estimons qu'il y a un trop-plein d'impôts en France et que nous ne pouvons pas nous permettre d'augmenter encore les taxes et les impôts. Alors c'est ce que veut faire le gouvernement en augmentant de 20 milliards la CSG. Je parlais de la destruction du droit du travail. Eh bien, ça se ferait par ordonnance dans le cadre de ce qu'on a appelé une loi El Khomri puissance 10, c'est-à-dire une aggravation de la loi El Khomri. D'autres signaux très inquiétants nous viennent de ce gouvernement. D'abord, sa soumission totale à l'Union européenne, ce qui est là aussi inquiétant. On voit bien que Emmanuel Macron est dans une démarche d'accélération de cette Europe fédérale qui a déjà fait tant de mal à notre pays. Et d'autres signaux ne manquent pas de nous inquiéter. Je voudrais quand même signaler là et attirer l'attention des Français sur la nomination au secrétariat d'État à l'égalité homme-femme de Madame Marlène Schiappa, je crois qu'on dit comme ça, qui a eu par le passé, dans un passé récent, des propos extrêmement inquiétants, puisque Marlène Schiappa estime que la laïcité aujourd'hui est menacée en France par la diffusion de la messe sur France Télévisions le dimanche. Par contre, elle trouve tout à fait inadmissible la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles à l'école. Je ne l'ai pas entendu non plus là s'offusquer de du fait que certains quartiers, puisque vous avez sûrement entendu parler de ça, c'était des cafés il y a 6 mois, maintenant ce sont des quartiers entiers qui sont interdits aux femmes, comme on l'a vu à Paris, et on n'a pas encore entendu la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, pourtant elle devrait être plutôt concernée dans le sujet, s'exprimer. Je ne relate pas d'anciennes déclarations qu'elle a eues qui sont quand même extrêmement inquiétantes. Donc je veux dire, il y a un projet européen, il y a un projet économique, il y a un projet social très brutal, très dur, mais il y a aussi des points d'inquiétude
sur la conception d'Emmanuel Macron de la laïcité, sur sa conception de l'égalité homme-femme, qui nous amène à penser qu'il faut d'urgence envoyer un maximum de députés patriotes pour éviter que Macron ait les pleins pouvoirs. Il faut éviter que Macron ait les pleins pouvoirs, et pour cela, il faut une vraie opposition. Le Parti socialiste ne peut pas le faire, les Républicains sont complètement discrédités. Il reste donc la première force d'opposition depuis que Marine Le Pen a recueilli près de 11 millions de voix à l'élection présidentielle, c'est-à-dire le Front National, le Rassemblement Bleu Marine. Voilà pourquoi j'encourage l'ensemble des électeurs mosellans à voter massivement dès le premier tour pour l'ensemble de nos 9 candidats titulaires et suppléants dans les 9 circonscriptions du département. Une à disposition, bien sûr, si vous avez des questions. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne cibliez pas certaines circonscriptions en particulier. Or, on peut constater finalement que certaines sont plutôt favorables. On a vu le deuxième tour de la présidentielle, même s'il faut tenir compte sans doute de la premier tour d'abord. Mais Boulay-Bouzonville, par exemple, Boulay-Saint-Avold. Et puis Sarrebourg, vous êtes majoritaire au second tour. Ensuite, il y a des circonscriptions qui sont plutôt favorables compte tenu du scénario d'opposition en face de vous. Je pense forcément à Ayange et puis votre circo à Forbach. Est-ce que vous vous êtes fixé quand même, sans afficher vraiment, quelques députés en Moselle? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez comme objectif? Si on considère en gros que voilà, il y a plusieurs scénarios, pardon les gens, je suis désolé, mais il y a plusieurs scénarios qui évaluent le poids du Front National à l'Assemblée, même à minima, 20, 10, entre 10 et 15, etc., et peut-être 40 à 60. La Moselle pourrait être un département important. La seule réponse que je peux vous faire, c'est que j'espère que la Moselle enverra un contingent maximum de députés Front National parmi les députés Front National qui sont avec vous. Non, objectivement non. On peut regarder bien sûr les scores, on peut regarder les scores du premier tour, du second tour, on peut regarder les configurations locales. Bien sûr, c'est important parce que ça a un impact. Mais en même temps, chaque élection a sa part de mystère, chaque élection a sa propre dynamique, chaque élection. Voilà, et on ne peut jamais prévoir l'avance. Donc moi, je ne vais pas dire qu'ici en Moselle, il y avait des circonscriptions gagnables, d'autres qui ne le sont pas. Moi, je pense qu'elles sont toutes gagnables. Je ne dis pas qu'elles sont toutes gagnées, mais je pense qu'elles sont toutes gagnables, et on part dans chacune de ces circonscriptions pour gagner. On n'a pas d'autre objectif. Vous savez, si les presque 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen se mobilisent, alors ce sera un raz-de-marée. Enfin, je veux dire, ça dépend simplement de la mobilisation des électeurs. Voilà. Mais il faut bien qu'ils se disent, c'est le 3e tour des élections présidentielles. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Et je crois que le fait que, entre-temps, des partis se soient effondrés, le Parti socialiste et les Républicains se sont, pour moi, effondrés dans leur division interne, dans leur inconséquence. Quand même, ils ont quand même, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il y a 3 mois, disait qu'il fallait baisser de 13 milliards la CSG, et là, il va mettre en place une hausse de 21 milliards de la CSG, et ça ne lui pose pas de problème. Enfin, moi, je trouve ça complètement impressionnant, et je crois que ça va faire réfléchir beaucoup d'électeurs. Donc, cette raison-là, je ne me prononce pas sur telle ou telle circonscription. Alors, deuxième question plus générale, et après je reviendrai à votre cas en particulier, mais pour faire très très court, beaucoup d'observateurs considèrent que vous jouez gros, compte tenu du scénario de la présidentielle, vous, singulièrement à Forbach, dans la mesure où, visiblement, la stratégie qui était la vôtre, que vous avez portée notamment autour de la sortie de l'euro, voilà, est aujourd'hui critiquée et assimilée à un élément de la défaite de Marine Le Pen. Est-ce que ce thème-là sera encore un thème que vous allez porter en Moselle et dans votre circonscription en particulier? Je fais juste une toute petite incise. On a observé notamment le vote des frontaliers. On a vu que ce vote des frontaliers allait énormément aussi vers Emmanuel Macron, donc quelqu'un qui était favorable à l'Europe, je veux dire, à une certaine idée de l'Europe, on l'expliquerait sans doute, mais voilà. Est-ce que cet enjeu personnel donc, pour vous sur ce thème-là, est-ce que c'est un risque pour vous, un danger? Bon, déjà, le vote des frontaliers, ça dépend. Parce qu'il y a... Oui, voilà. Non, mais... Parce que
Là, c'est vrai que je parlais du Dans mon coin, on est frontaliers, on votait plus pour Marine Le Pen que, voilà, et le reste, on va que pour Emmanuel Macron. Bon, après, les sociologies et les qui font que l'électoral, dans certains points, les frontaliers ont plus voté pour Macron. Marine et l'inverse dans d'autres. Donc je ne pense pas qu'il y ait un phénomène frontalier. D'autant qu'on a, je crois, ça a été une vertu de cette élection présidentielle, on a bien expliqué la question des frontières. Je pense que c'est, pour ceux qui ne s'étaient pas encore clairs, je pense que ça a été clarifié. La frontière n'est pas un mur, elle est un filtre. Et les travailleurs frontaliers n'ont pas à en avoir peur, au contraire. Voilà, et je crois que ça a été dit, redit, c'était même écrit explicitement dans les 144 engagements de Marine Le Pen, et je crois que c'est quelque chose qui est passé. Sur la question de l'euro, vous savez, on avait une possibilité de retrouver une monnaie nationale, là c'était par l'élection de Marine Le Pen. Ça n'est pas Emmanuel Macron qui va engager les négociations, on sait, a priori. Ou peut-être sera-t-il obligé de le faire sous la contrainte un jour, alors ça sera dans le chaos. Là, pour retrouver une monnaie nationale et dissoudre la zone euro. Donc, nos députés de l'opposition, puisque nous ne visons pas une majorité à l'Assemblée nationale, les choses se servent, on ne pense pas qu'il y aura de cohabitation, mais on vise à être une opposition. Nos députés défendront leurs convictions, mais contrairement à l'élection présidentielle, ne sont pas là, n'auront pas la possibilité d'influer sur ces questions hautement stratégiques sur l'avenir du pays. Est-ce que ça veut dire qu'on retire ces questions-là de notre projet? Non. Notre projet, aujourd'hui, ce sont les 144 engagements présidentiels de Marine Le Pen. Et la souveraineté nationale, c'est l'engagement numéro 1. Et à l'intérieur de la souveraineté nationale, il y a la souveraineté monétaire. Il y a aussi la souveraineté législative, la souveraineté économique, il y a les frontières, tout ce que vous connaissez. Donc c'est un enjeu, mais je veux dire, l'élection législative se fera sur une dizaine de priorités qui sont très claires pour les Français. Baisse des impôts, baisse de 10% des 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, soutien aux créateurs d'entreprises, suppression du RSI, soutien aux PME, axer la politique française sur la sécurité, faire en sorte qu'on combatte le fondamentalisme islamiste, faire en sorte qu'on combatte les déserts médicaux, qu'on donne une chance évidemment à chacun d'avoir accès à la santé, aider la ruralité, aider les petites communes, se battre contre notamment la loi NOTRe qui fait que on fait disparaître progressivement la commune au bénéfice des intercommunalités qui sont moins démocratiques et qui sont peut-être plus coûteuses. Vous voyez, il y a des enjeux extrêmement concrets dans cette élection législative, parce que nous ne sommes plus, ça a été tranché pour un temps par l'élection présidentielle, dans les grands choix stratégiques pour l'avenir du pays. Donc on va se battre de manière extrêmement concrète sur des points d'amélioration. On va se battre pour que Macron ne fasse pas la hausse de la CSG. On va se battre pour qu'il renonce à sa loi El Khomri par ordonnance. Vous voyez, ça c'est extrêmement concret. Ça ne veut pas dire que la souveraineté nationale disparaît du programme, bien sûr. Et elle reste un point. Sans souveraineté nationale, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire patriotisme économique, on ne peut pas maîtriser nos frontières économiquement et en matière d'immigration. Donc tout se tient, mais l'élection législative, je pense que c'est l'élection des questions. Si je ne me trompe pas, c'est la troisième fois. Législative. Législative, la deuxième fois législative, donc il y a eu les municipales entre-temps. Donc, compte tenu des critiques que l'on a entendues sur votre ligne, sur vous, au sortir de la présidentielle, est-ce que vous jouez pas gros personnellement sur votre élection? C'est-à-dire que, de la même manière, Marine Le Pen se présente également à Hénin-Beaumont. Elle avait été battue la dernière fois, donc dans un scénario qui était un peu particulier, mais avec Mélenchon en face, je m'en souviens bien. Enfin, au premier tour, il avait été. Il avait été, mais bien sûr, mais elle avait été battue par le candidat du PS. Là, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous supporterez la défaite, entre guillemets, pour faire simple? Alors, honnêtement, je me mets dans cet état d'esprit, parce que si je commence à me dire, un jour avant, je vais supporter la défaite, c'est. Non, mais est-ce que. Je supporterai bien la victoire. Mais. Après, je vais évacuer les questions internes. Je vais vous dire, parce que depuis que je suis arrivé au Front National, on parle de ça. Donc moi, ça m'amuse. Mais à bout d'un moment, ça finit par m'amuser. Il n'y a pas ma ligne. Il y a. Je vais vous redire ce que j'ai dit 150 fois, mais c'est la vérité. Il y a une ligne qui est celle définie par le président, Marine Le Pen, et jusqu'à preuve du contraire, Marine Le Pen n'est pas fédéraliste européiste. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Marine Le Pen défend la souveraineté nationale. Et pour en avoir discuté avec elle dans son bureau il y a 2 jours, je peux dire que les choses sont extrêmement claires sur ce point. Après qu'on réfléchisse à des manières de présenter les choses, parce que je pense que sur l'euro, en fait, on n'a pas été. Mal entendu. Oui, mais je pense que sur l'euro, je pense qu'il y a 1000 raisons à la défaite.
Mais je pense que sur l'euro, la dernière semaine, on n'a pas été clair. On a créé de la confusion. Avec les deux monnaies, trois monnaies. Le matin, on paye en écus, à midi en francs et le soir en euros. Ça, je suis d'accord, je pense que ça crée une confusion terrible. Ce qui s'est rajouté au débat d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut être. Le débat, c'est encore autre chose. Et je pense qu'il faut être extrêmement clair sur ce sujet-là. Voilà, on peut l'expliquer de manière très claire, très concrète. Il suffit aussi d'expliquer aux gens, vous voyez ce que ça donne quand on a l'euro. Ça donne le projet Macron. Ça donne ce qui s'est passé en Grèce. Il y a 2 jours, ils ont voté encore une nouvelle baisse des retraites et une nouvelle hausse des impôts. Donc ils ne s'en sortent pas. Voilà. Mais ça, je pense que c'est un effort de pédagogie. Il n'y a aucune bataille n'est perdue d'avance. La campagne pour la Constitution européenne en 2005 nous l'a démontré. Pendant 6 mois, les sondages ont caracolé à 70% pour le oui. On faisait campagne, il n'y avait rien à faire, ça ne bougeait pas. Puis un beau jour, 2 mois avant le scrutin, les Français, il y a eu un déclic. Ils ont compris un truc. Et ça a fini par le non, comme vous le savez, à 55%. Donc, voilà, ça ne sera pas au cœur de la campagne. Ça n'aurait pas de sens, encore une fois, parce que ce n'est pas avec un groupe de députés qu'on pourra changer les choses sur ce point-là. Mais nous aurons à faire œuvre de pédagogie dans les années qui viennent sur ces questions-là qui reviendront de toute façon, parce que la question européenne n'est pas réglée, loin de là, et qu'elle risque de s'aggraver avec Emmanuel Macron, puisque lui veut aller encore plus loin. Je crois qu'il veut un gouvernement de la zone euro, il veut un budget commun, enfin des choses complètement différentes qui vont nous amener un jour à l'impôt européen. Pardonnez-moi, je reviens sur votre circonscription. Il a été question que Jean-Jacques Ayagon soit votre opposant. Je voudrais un mot là-dessus. Et puis un mot sur le fait finalement que ce soit désormais Christophe Arendt, si j'ai bien compris, qui soit le candidat En Marche sur la circonscription. Moi j'ai compris qu'il y avait 2 candidats à la majorité présidentielle, puisqu'il y en a un deuxième qui s'intitule pour une soutien à la majorité présidentielle. Le maire de Fabien. Le maire de Fabien. Donc il y a 2 candidats à la majorité présidentielle. LR, il y a le candidat officiel que je vais retrouver. Avec plaisir, je l'avais déjà trouvé le temps d'un premier tour en 2012. Et son dissident, M. Diligent, que je vais retrouver aussi, très sympathique d'ailleurs comme personne que je croise régulièrement. C'est un homme tout à fait, je crois, engagé et sincère dans ses convictions. Et puis pléthore d'autres candidats, parce que je crois qu'on a un des records de 17, on a 17 candidats, donc ça va être formidable, ça va être une émulation incroyable dans cette circonscription. Non, moi je vais faire ma campagne, ils font leur campagne, et moi je vais faire ma campagne sur mes propositions. Voilà. Que s'est-il passé chez En Marche? Je suis incapable de le dire, mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu probablement un désaccord entre le siège parisien et local sur la candidature qui a finalement été retenue et qui, à mon avis, n'était pas validée en réalité par Paris. Exactement. Très bien. Voilà. Pas d'autres questions? Oui, bah, merci beaucoup. Merci à vous.